Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Comme vous savez, c'est avec plaisir, en ce moment, nous commençons l'année nouvelle 2015 que nous abordons un grand dossier. Et aujourd'hui, c'est une grande question. Comme vous le savez, la RDC, en 2011, le rapport ITIE avait aidé le pays à accéder au statut de pays conforme à l'ITIE. Le rapport 2012 a été commencé et à ce jour, il y a autant de questions qui sont soulevées. Car 2 900 ou 290 millions de dollars, excusez-moi, 290 millions de dollars font écart dans ce rapport. Il s'agit de l'argent autour du dossier des ventes, autour de la vente plutôt de dossiers frontiers et aussi concernant les pas des portes de la SICOMINE qui ont été versés à la GICAMINE. Ces montants n'ont pas été retracés, semble-t-il, et nous en parlons dans cette émission. L'invité, c'est, comme vous le savez, le coordonnateur national de l'ITIE, le professeur Makdouba Jérémy. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Et déjà, la question est posée. Un écart important, 290 millions de dollars qui font écart. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour que le rapport 2012 ne soit pas considéré valable à l'ITIE? Non, ça c'est du bluff. C'est du mensonge. Ce sont les comptes de rue. La République démocratique du Congo, nous venons de publier le rapport qui était attendu au 31 décembre. Le 29 décembre dernier à minuit, le rapport de la République démocratique du Congo a été publié avec un écart négatif de 9 millions de dollars seulement. Un écart négatif, ça signifie qu'il y a des écarts positifs. Non, c'est-à-dire que l'État a déclaré avoir reçu plus que de recettes que les paiements qui ont été déclarés par les entreprises. Nous reviendrons là-dessus. Mais je voudrais, Marcel, avant de commencer à parler de cet important écart dont vous faites mention, qui n'existe plus, 290 millions, qui n'est que du passé, nous ne pourrons plus faire part de cet écart au cours de cette réunion, mais nous devions l'expliquer au public parce que réellement, au moment de la réconciliation, il y avait ces 290 millions de dollars qui faisaient un écart négatif. Donc, il n'y avait pas la contrepartie de l'État pour déclarer que l'argent était bel et bien arrivé au trésor public. Mais nous avons résolu le cas. Mais c'est un événement, Marcel. C'est un événement comme l'année, comme la bonne année. Publier un rapport à la date limite, ça c'est extraordinaire. La République démocratique du Congo est un pays conforme à l'ITIE depuis le 2 juillet. La norme exige que 6 mois après la conformité, il faut que le pays publie un autre rapport amélioré. Nous avons publié un rapport, un des meilleurs rapports de tous les pays à l'ITIE. Voilà, vous dites le meilleur rapport de tous les pays à l'ITIE. Un rapport 2012 très amélioré. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui fait que ce rapport soit le meilleur et qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport au rapport 2011? Et surtout, comment vous avez contourné l'écart de 290 millions de dollars? Ok. Parce que ça vous vient à cœur, les journalistes aiment trop les chiffres, et surtout vous, Marcel Moubenga, comme vous êtes dans les mines, vous voyez des gros chiffres. Effectivement, en 2012, Frontier avait payé un pas des portes, que d'aucuns avaient appelé la vente d'une licence. Ça n'était pas une vente de licence. Frontier avait payé un pas des portes de 125 millions de dollars, je crois. Alors, cet argent n'était pas payé directement à travers la régie, la DGRAD. Mais l'argent était versé directement à la Banque centrale. Alors, lorsque Frontier a déclaré ce montant, nous n'avions pas des moyens, il n'y avait pas la contrepartie pour la réconciliation. Mais je voudrais aussi, la SICOMINE avait versé en 2012, en 2 tranches, 125 millions, si j'ai bonne mémoire, et 50 millions au titre des pas des portes à la GICAMINE en 2012.
cet argent n'est pas passé à travers la régie financière qui est la DGRAD. Ça a été versé. Nous avons vérifié, nous avons reçu des preuves de ces versements de la part des entreprises. Mais l'État, la contrepartie de cette recette, de ce paiement, c'était la DGRAD. Mais la DGRAD ne l'avait pas reçu. Mais comme notre gouvernement est un gouvernement transparent, nous avons reçu des autorisations du Premier ministre d'aller regarder au Trésor public si réellement cet argent était parvenu au Trésor public. Nous avons été à la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale a retracé les deux montants et 101,5 millions de dollars et 175 millions de dollars qui étaient... Il y avait aussi 20 millions, c'est comme ça que vous parlez. En fait, c'était trois montants. 20 millions de Moumi, pas d'importe que Moumi devrait payer à la GECAMIN, les 175 millions de Sicomine à la GECAMIN et les 101,5 millions de dollars des frontiers à la GECAMIN toujours. Oui. Donc, ce qui faisait à peu près 290 millions, vous avez parfaitement raison, je vous félicite. Les 20 millions de Moumi ont été retracés au niveau de la GECAMIN et la réconciliation a eu lieu. Mais les 175 millions de dollars de la Sicomine et les 101 millions de dollars des frontiers, nous sommes allés à la Banque centrale, le gouverneur de la banque a retracé ces montants et a certifié en nous donnant des preuves que cet argent était encaissé au Trésor public. Et nous les avons remis donc nous avons remis ces preuves à l'administrateur indépendant qui a réconcilié et qui a annulé l'écart total. Formidable. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'écart de, vous en parliez, à l'écart de 9 millions. Je voudrais épuiser carrément la question de ces écarts, l'écart négatif de 9 millions. C'est-à-dire que l'État a déclaré avoir reçu plus de 9 millions de dollars, plus que ce que les entreprises ont déclaré. Cela s'explique. Il y a 7 millions dans cet écart qui constitue une déclaration unilatérale de l'État sur les entreprises qui ont fermé. Comme on ne pouvait plus retrouver ces entreprises et leur comptabilité pour la déclaration, donc les 7 millions de dollars ont été déclarés de bonne foi et pour montrer la transparence uniquement par l'État congolais. Donc, ce qui fait que dans les 9 millions, si on enlève les 7 millions et demi déclarés unilatéralement, vous avez un écart de 1,5 million. Tenez-vous là-bas. Vous m'avez posé une question, que contient ce rapport? Oui. Mais je voudrais vous dire que le 1,5 million, c'est 0,1% de la déclaration totale des recettes de l'État. Donc c'est fort négligeable, donc nous avons là un rapport extraordinaire. Et les améliorations, comme vous le dites? Les améliorations sont nombreuses. Le rapport 2012 est un rapport qui a été publié sur base de la norme 2013, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations que nous n'avions jamais, qui vont vous faire plaisir tout au long de cette émission. Oui. Pour commencer, je voudrais vous dire que nous avons, j'ai les données ici, je vous les donne comme ça, vraiment c'est du tic au tac. Par rapport à 2011, le secteur extractif de la République démocratique du Congo a dépassé, nous étions à 1,4 milliard de dollars en 2011. En 2012, nous sommes à 1 milliard 514 millions de dollars 746 000. Ah bon? Donc, pour le secteur des ressources pour naturelles. Le secteur des ressources, des indices extractifs. Extractifs du pétrole et des mines. Oui. Et je voudrais vous montrer cette tomate. Regardez. Ouais. Cette tomate, je peux soulever. Oui, ça va. Vous avez en bleu le secteur des mines, et en bleu le secteur du pétrole et en vert le secteur des mines. Donc, le secteur minier, sur les 1,5 milliard de dollars, le secteur des mines a déclaré, l'État a déclaré avoir reçu 69%, tandis que 31% sont venus du secteur du pétrole. Et donc, et même plus, nous avons aussi la répartition de ces recettes par entité bénéficiaire. Parce qu'en fait, nous disons que... Voilà. Les régies financières. Oui. Voilà. Les 1,
cette tomate de 1,5 milliard de dollars, je crois que le caméraman voit ça. Oui, ils vont voir. Oui, Il y a 75% des 1,5 milliard qui sont entrés au trésor public en 2012. Tandis que la province du Katanga a bénéficié de 12% dans 1,5 milliard de dollars. Et les régies financières, enfin, comme je la peux même DGRAD. les citer, oui, les régies financières ont raflé, ont bénéficié du reste. Mais 75 millions de déclarations à quand vous parlez des bénéficiaires, ça dit quoi? Ce sont autopayés ou ils ont bénéficié exactement? Belle question. Oui. Non. Lorsque vous savez que les entreprises publiques de l'État, les pas de porte dont vous parliez, reviennent totalement aux entreprises publiques. C'était pas 50% gouvernement, 50%. Non. Parce que... Vous savez, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ces entreprises sont commerciales. Oui. Donc, il n'y a plus de 50% à partager. S'il y a un bénéfice à partager avec l'État, ce n'est plus dans les proportions de 50%. L'État est participant majoritaire dans ces entreprises, mais les pas de porte qui sont payés à la JICAMI, nous détenons la lettre du Premier ministre Matata Ponyo qui leur demande d'utiliser totalement les pas de porte qui leur sont payés. Ah oui. Donc, ça c'est aussi une innovation parce qu'avant, les pas de porte c'était l'affaire du ministre des Mines. Le ministre des Mines pouvait les recevoir et les utiliser comme il pouvait. Mais depuis Kaboulou, avec le gouvernement actuel, oui. Il faut que les gens comprennent. Oui. Il faut que nos entreprises publiques se développent. Elles ne peuvent se développer que dans des contrats joint venture. Et la JICAMINE et les autres entreprises qui reçoivent les pas de porte, ceci les aide à développer les infrastructures. Moi, vous n'ignorez pas combien la JICAMINE doit encore payer à son personnel, le compte final. Donc, avec ces paiements, la JICAMINE résorbe les dettes et se développe aussi. Donc, c'est cet argent qui est légalement bénéficié par les entreprises publiques. La province du Katanga a aussi bénéficié légalement de cet argent parce qu'elle touche les revenus, en fait, donc la taxe sur les revenus du drainage, la taxe urbaine sur le drainage, sur les exportations de concentrés. Il a eu 12%. Et là, c'était touché directement ou bien une rétrocession? Parce que non, ce n'est pas une rétrocession. Ce sont des paiements. Parce qu'en fait, il faut distinguer l'État puissance, qui est le trésor public qui reçoit, et les États associés, qui sont les provinces, qui sont les régies financières, qui perçoivent aussi au nom de l'État. Donc, la province a perçu la taxe de drainage, une taxe urbaine, et la taxe donc de voirie et drainage et la taxe sur l'exportation des concentrés. Mais, par exemple, la taxe sur la redevance minière qui est payée, elle est payée totalement au niveau du trésor public et reversée au trésor public. Donc ça, vous savez que il y a une loi qui autorise les régies financières de recevoir un pourcentage sur les recettes maximisées. Alors, ce qui signifie que sur les 1 milliard de dollars qui ont constitué la totalité, les trésors publics a perçu 75%. Oui, 1 milliard 133 millions de dollars sont entrés sur le 1 milliard et demi. 1 milliard 133 millions sont parvenus au trésor public. Et si je peux rappeler, donc en 2012, pour ceux qui ne le savent pas, la RDC avait produit 620 000 tonnes de cuivre en cette année. Donc, s'il faut associer à la production pétrolière, donc les industries extractives ont fait 1 milliard 100. Donc, au trésor public, 1 milliard 133 millions de dollars. Formidable. Oui. Alors, nous avons la répartition de ces recettes, c'est comme je vous ai dit. Quand nous répartissons ces recettes par province, regardez cette tomate. Ah, mais c'est là le plus grand problème, parce que là, nous voyons le Katanga seul qui... Lorsque l'État a perçu cet argent, il a reçu 68% des 1,5 milliard de dollars sont venus des entreprises de la province du Katanga. C'est-à-dire que donc, sur les 1 milliard 130 quelques mille... Non, il faut prendre 1 milliard 500 millions de dollars. OK. Donc, 68% ont été perçus
du secteur minier du Katanga. Du Katanga. Une seule province qui prend plus de 68%. 68%. Tandis que les provinces, les entreprises pétrolières du Bas-Congo, elles, l'État a perçu de la province du Bas-Congo 30%. Et les 2%, c'est les autres provinces, la province orientale, la province de Maniema, la province Professeur, du mais là, c'est une grande question parce que vous savez, le Katanga 68%, le Bas-Congo 30% et les autres provinces 2%. Oui. Ça signifie que vous n'avez qu'à tenir compte avec des industries extractives comme il n'y en a pas dans d'autres provinces. Oui, c'est pour cela. Donc, et même, je voudrais vous dire qu'on va y arriver. Oui. Donc, les 2%, c'est 1,2%, c'est la province orientale. Donc, les autres provinces, c'est 0,2%. Le Kasaï oriental, occidental, l'Équateur, n'ont pas contribué. Non, n'ont pas contribué. Mais ça, il n'y a c'est que grave. Maniema, le Nord Kivu, la province du Kasaï oriental. Mais quelqu'un veut dire que ça peut donner autant, non seulement des idées aux hommes politiques, ils vont se dire, mais écoutez, c'est notre province, à nous, qui a contribué pour que le trésor public puisse avoir de l'argent. Mais nous disons, ce n'est pas le problème de la rétrocession n'est pas le problème, ne dépend pas de la répartition, en fait, des recettes. Non. La répartition des recettes au trésor public ne peut pas se calquer sur les déclarations à l'ITIE. Parce que nous avons perçu, l'État a déclaré par entreprise. Nous avons tout simplement reclassé les entreprises par province. Nous avons trouvé cela. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Le Katanga regorge de plus de 98% de toutes les entreprises extractives de la République démocratique du Congo. Pourquoi je dirais 70, 68 et 30% vient du Bas-Congo. Mais si un politicien dit ils ne doivent pas recevoir plus, je vous ai dit sur ce plateau. C'est vrai qu'on doit faire la rétrocession de 40% au Katanga. Mais aujourd'hui, ceux qui meurent pour le Katanga ne sont pas seulement les Katangais. Lorsque à Moba, on attaque, lorsqu'il y a on n'envoie pas seulement les militaires du Katanga, oui. on envoie même dans l'administration. Donc c'est pour cela que les enfants du pays, tous, doivent profiter de ce secteur. Voilà, pour ceux qui veulent bien avoir des précisions, mesdames, messieurs, nous sommes en train de parler d'un dossier très important. Nous avons dit qu'il y avait des écarts, plus de 290 millions de dollars, écarts retracés par rapport à la vente de la licence du frontier versée à la GECAMIN et aussi par rapport au pas des portes des 6 communes et 20 millions concernant les dossiers de l'entreprise Moumi. Toutes ces sommes versées à la GECAMIN, mais directement par la Banque centrale, qui ont constitué un écart. Nous en parlons dans cette émission avec le professeur Jérémy Makdouba, le coordonnateur national des litiers. Professeur, pour ceux qui ne savent pas, pour ne pas créer des trous dans le mémoire des gens, c'est comprendre que dans les autres provinces du pays, il y a plus des activités minières artisanales. Donc, la partie des stanifères dans les provinces comme Sud Kivu, Nord Kivu et dans le Maniema ne sont pas prises en compte. Les diamants du Kasaï ne sont pas pris en compte parce que l'Amiba est par terre. Skim ne vient que commencer. Bon, voilà autant de problèmes. Oui. Nous parlons ici de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Tout à fait. Donc, mais cela ne nous interdit pas d'associer aux industries extractives l'exploitation artisanale. Mais cette fois-ci, dans notre rapport, il n'y a pas de données chiffrées du secteur artisanal. Mais je vous le promets, au mois de juin, ici. Parce que vous savez que les députés ont interpellé le ministre des Mines le mois dernier et lui ont demandé d'actualiser les rapports ITIE. Et donc, à la fin de l'année prochaine, 2015, nous devons avoir produit le rapport 2014. Voilà. Donc, vous allez produire les rapports 2013 et 2014. Oui, le rapport 2013, je serai avec vous ici le 30 juin pour déclarer à la face du monde que nous avons publié le rapport 2013 le 30 juin. Et au 31 décembre 2015, nous publierons le rapport 2014. Et nos rapports auront un impact sur le calcul du budget, sur les débats sur le budget de 2016, 2017, ainsi de suite. Donc, nous avons certainement déjà pris
toutes les dispositions pour que dès le début du mois de janvier, le processus de collecte des données pour le prochain rapport débute. Ouais. Alors, je voulais vous dire que, parce que dans toutes ces informations capitales, je ne m'éterai pas pour vous dire, je voudrais vous présenter une autre tomate avant que vous posiez la question qui vous brûle sur la bouche. Et puis quand le professeur parle des tomates, ce sont juste des diagrammes. Ce sont des graphiques. Ou des graphiques, voilà. Oui. Alors, vous avez ici, nous avons la contribution, le total des revenus du secteur extractif qui contribue dans l'économie nationale. Ah, vous allez jusqu'à la contribution. Oui. Alors, nous comment ça se avons présente? la contribution de ce secteur 2012, la contribution dans le budget de l'État. Regardez ce que c'est. Les sociétés minières ont contribué dans le budget de l'État en 2012 avec 689,62 millions de dollars. Tandis que les sociétés pétrolières avec 421 millions de dollars et les entreprises de l'État ont, dans le budget de l'année passée, donc de 2012, elles ont contribué avec 26 millions et Cohydro, lui seul, a contribué avec 570 000 dollars. Ah bon. Donc, nous avons, voilà le rapport ITIE maintenant, qui est devenu très très amélioré. Vous parliez des améliorations. Et nous pouvons même vous présenter des graphiques extraordinaires. Parce que maintenant, nous pouvons regarder l'évolution des revenus. Ouais. Des revenus du secteur pétrolier, comment ça a évolué entre 2011 et 2012. Vous avez en bleu 2011, tandis qu'en rouge 2012. Oui. Regardez la marge distribuable. En 2012, elle a baissé. Oui. Donc, nous devons chercher, les étudiants doivent maintenant en économie, en droit. Oui, parce qu'il y a le prix du pétrole qui est en chute. Voilà, Ça, ils doivent expliquer ça. Oui. Vous avez ici l'impôt sur les bénéfices, l'IBPF. En 2011, il était bas et en 2012, il est plus haut. Oui. Vous avez là-bas les royalties, on peut les comparer. Oui. La participation au profit oil à l'État associé. Vous avez aussi les dividendes. Vous avez les autres paiements. Très important. Et le rapport ITIE maintenant devient un instrument très très important pour les chercheurs, pour les universités, pour les débats publics. Et pour le secteur minier? Et pour le secteur, non, en fait, j'ai comparé les deux à la fois. Voilà, Okay. Mais oui, le secteur minier aussi, nous pourrons comparer l'évolution des revenus, nous pourrons les comparer ici. Voilà. Vous avez, pour les pas de porte, vous avez cité vous-même le montant. Vous avez, en 2012, plus de pas de porte qui ont été perçus par les entreprises. Donc vous avez là-bas jusqu'à 300 millions de dollars oui, ça, vrai. pour les pas de porte en 2012. Vous avez aussi l'IBP. En 2012, il est toujours supérieur par rapport à 2011. Quand vous parlez de l'IPR, l'impôt sur le revenu. Oui, le revenu. Oui, j'ai l'IPR et l'IPR en fait c'est l'impôt professionnel sur les rémunérations. Okay. Pour les nationaux et pour les étrangers, nous l'avons maintenant. On peut regarder en 2012, l'État a perçu plus d'argent parce qu'il y a eu une grande création des emplois dans le secteur extractif. Dans les 150 millions de dollars, oui. Oui. Et nous avons, oui, merci de le lire dans ce sens, nous avons aussi les droits d'entrée de toutes les importations au titre d'importation pour le secteur minier, par exemple. Vous avez là-bas les droits d'entrée. En 2000, ça baissait un peu en 2012. Il y a des explications que nous pourrons fournir. Il y a eu beaucoup plus de développement. Et tout ça, c'est bien repris dans le périmètre. Le rapport, je ne trouve pas ailleurs qu'on pourra puiser. Nous avons même ici la contribution dans l'économie nationale. À partir de notre rapport, vous avez là, je peux l'expliquer, et vous avez les entreprises dans l'économie, les entreprises extractives dans l'économie ont contribué à 98,7%. Oh, formidable. Vous voyez. Alors, mais c'est très bien, ça sont des innovations que vous avez introduites dans ce rapport qui devient très intéressant. Ça devient maintenant toute une école, pourquoi pas une université avec le professeur Marc Douba. Mais il y a une question. Professeur, la question reste posée. Vous nous aviez promis que avec la nouvelle méthode ou bien la nouvelle norme, qu'on aurait à voir aussi ce que l'État aurait fait avec ce qu'il avait perçu. Mais cet aspect de choses n'est pas débuté en 2012. Oui, vous savez, les rapports ITIE n'auront de sens profond
lorsque ces deux éléments seront atteints. Premièrement, de savoir si ce que l'on paye à l'État est ce que l'État devrait percevoir. Tout à fait. Ça, c'est le combat du Premier ministre Matata Ponyo. Et à travers ces services, je reçois des instructions pour que j'y en arrive. J'y en arriverai. Parce que maintenant, dans ce rapport, nous avons des ratios. Nous pourrons maintenant calculer exactement si c'est que telle entreprise a payé à l'État, à la DGI, c'est ce qu'elle devrait payer. Parce que maintenant, dans ce rapport, nous avons les volumes d'exportation. Nous avons aussi des volumes de production. Nous pourrons valoriser ces volumes d'exportation et calculer ce qui reviendrait à l'État et voir si ce que l'État a déclaré avoir reçu, c'est ce que... Donc ça, ce sont des travaux post-publication rapport que nous allons mettre en place et que nous allons publier. La deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent perçu dans le secteur? Une grande question. Ce sont les deux éléments fondamentaux auxquels nous allons parvenir bientôt. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Mais ce n'est pas à notre niveau pour l'instant. Mais nous remettons cet outil entre les mains du Parlement, qui peut interroger le gouvernement. Le rapport ITIE dit que pour des paiements significatifs, bien sûr que du secteur extractif, il y a plus d'argent qui est arrivé au trésor public que 1,5 milliard. Voilà. Mais nous, on a pris les gros montants. Nous, on ne parle que des montants significatifs. 1,5 milliard. Est-ce qu'on a retrouvé ça dans le budget 2013? Et on peut. Moi, j'aime citer mon professeur. C'est lui qui m'a fait, il m'a formé, il m'a envoyé aux études supérieures. C'est le professeur Madi. Madi Moulumba, oui. Oui, avec lequel souvent nous discutons, et vraiment en père et fils. Est-ce que dans le trésor public, les dollars du secteur minier ont une autre couleur? Bien sûr que non. C'est sa façon de se moquer de moi. Je suis son étudiant. Il en a le droit. Mais moi, je rétroque au professeur. Je dis, on peut créer dans le trésor public des fonds. Oui. Les fonds du secteur minier. Tout à fait. Donc, on peut les connaître et les affecter. Les affecter, par exemple, dans le domaine de la santé. Le 1 milliard qui est provenu du secteur extractif, c'est un fonds qui a été affecté pour les routes, pour les ponts, ainsi de suite. Oui. Ça se fait dans d'autres pays. Voilà. En Norvège, par exemple, lorsque une entreprise verse une somme comme Sycomine verse 175 millions de dollars, si c'était pour l'État, on dit immédiatement ce qu'on en a fait. Oui, mais comme pour les cas, on ne veut pas aller dans les détails, mais professeur, une question. Il y a des membres de la société civile, comme d'habitude. À chaque rapport, il y a toujours un peu des petits mouvements, des contestations. Et cette fois-ci, la société civile, à la dernière réunion, semblait ne pas être vraiment partie. Est-ce que vous avez vraiment aplani les petites montagnes Je t'ai même plus dire, Marcel, pourquoi est-ce que tu dis qu'on a aplani? Mais moi, je dis, je doute, donc je suis. Ça, cette maxime philosophique veut dire que il faut nécessairement douter pour que vous arriviez à montrer ce que vous êtes. Vous allez dans le doute méthodique. Oui, oui. Ça, okay. Alors, nous ne pourrons pas amener un rapport à la table et on dit oui, c'est bon. Je pense que ça doit nous gêner nous-mêmes. L'ITIE est un processus d'apprentissage. Il n'y a pas encore de personnes qui ont des doctorats et des diplômes dans l'ITIE, sur l'ITIE. Mais nous disons, nous apprenons. Lorsque nous avons collecté les informations, lorsque nous les mettons, nous les soumettons au débat public, il faut que nous nous attendions le doute des autres. Pour nous, le doute de la société civile, le débat de la société civile, les interrogations de la société civile nous aident à améliorer le rapport. Oui, professeur. Donc, nous ne disons pas que... mais je vais terminer, Marcel. Le débat que nous faisons avec la société civile, sur le secteur extractif, c'est un débat d'idées. Voilà. Lorsqu'ils apportent des idées qui améliorent les rapports que nous devons publier, nous les prenons en compte.
Lorsqu'ils apportent ce qui n'est pas nécessaire, nous rejetons. Tout à fait. Professeur, c'est très bien, mais il y a aussi une petite préoccupation. En ce moment, comme on dit, vous l'avez dit vous-même, que c'est le meilleur rapport que vous avez produit pour 2012. C'est l'exercice 2012 qui concerne ces rapports. Comme toute œuvre humaine ne peut pas être parfaite, quels seraient pour vous les points où vous pouvez vous dire, mais nous avons très bien fait le travail, mais certains points nous restent quand même les points d'achoppement ou les points... Oui, on en a beaucoup. Oui. On en a beaucoup, je ne veux pas nier. C'est un meilleur rapport, mais il y a encore beaucoup. Parce que le rapport ITIE est élaboré pour que au futur rapport, le premier soit amélioré. C'est comme ça que nous améliorons au fur et à mesure. Alors, quels sont ces points? Premièrement, nous avons beaucoup de difficultés de déterminer le volume de production et aussi des exportations. Surtout qu'il y a les bruts, voilà, les concentrés, ça c'est un problème. Lorsque l'entreprise déclare sa production minière, par exemple, il la déclare avec tous les autres produits qui le suivent. Mais lorsque vous allez à la Banque centrale pour collecter les données sur la production des entreprises minières, c'est le cuivre tout court. Vous comprenez? C'est le cobalt tout court. Mais la déclaration de l'entreprise, ce n'est pas du cuivre. Il y a les concentrés, il y a tous les autres produits qui l'accompagnent. Ça, c'est une difficulté. Mais nous travaillons d'arrache-pied avec les services du ministère des Mines, notamment avec le professeur Dona Kampata, pour que nous puissions arriver à mettre en place une publication uniformisée de la production des mines. Et ça, c'est important pour nous. Voilà, c'est une racine dans notre pied. Aussi pour les emplois. Voilà. Les emplois qui sont déclarés. Il nous faut les réconcilier. Les entreprises ont déclaré les emplois. Nous devons les réconcilier avec l'ONEM, l'Office national des emplois, pour qu'on sache exactement si les emplois qui ont été déclarés par les entreprises et celles qui ont été fichées par... ça, c'est des éléments qui nous accroissent un peu. Voilà, et professeur, comme vous le savez, c'est un travail très très bien fait. Nous terminons l'émission, mais j'aimerais savoir, le rapport est publié. Le rapport est publié, pour ceux qui nous suivent, c'est quoi? La dissémination suivra comment? Et aujourd'hui, si quelqu'un qui tombe sur un élément de ces rapports, pour réagir ou peut-être poser une question, comment ça va se passer? Oui, premièrement, nous voudrions établir ce calendrier. Tout le mois de janvier, les rapports seront mis à la disposition de notre public pour le débat. Et vous savez que dans notre pays, le gouvernement a eu quelques mutations. Il faut qu'on attende vraiment que le train ait pris vraiment la marche sérieuse pour qu'on ait des moyens de publication, de dissémination de nos rapports. Mais notre rapport se trouve sur le site de l'ITIE. C'est le rapport, c'est www.itierdc.com. Voilà. Le rapport avec les annexes et les informations des agrégés sont là-bas. Mais tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Nous ferons l'effort. Alors, pendant que vous dites, quand quelqu'un a besoin de réagir, il n'a qu'à aller sur le site. Il y a une fenêtre pour des questions, nous répondrons. Voilà. Ok, professeur, vous rassurez que ce rapport 2012, ça sera une fois de plus une occasion pour la RDC d'être sacrée, pays conforme à l'ITIE. Nous maintenons, je voudrais, avant de terminer avec vous cette émission, je ne l'ai pas dit tout au début, je voudrais être très reconnaissant au chef de l'État, puis au Premier ministre. Vous savez, j'aime parler de l'ITIE comme étant Kirikou. C'est trop petit, mais nos actions sont visibles. Et lorsque le Premier ministre s'interroge, demande à travers ses services où est-ce qu'on en est, je reçois toujours des appels, des mails, où est-ce qu'on en est, on doit répondre au Premier ministre. Le chef de l'État suit. Mais chaque fois, qu'est-ce qu'on va publier? Est-ce qu'on sera à jour? C'est une fierté pour moi.
C'est une fierté pour notre structure et pour mon équipe. Mais je voudrais remercier un groupe extraordinaire. C'est le groupe multipartite, notre comité exécutif. Et les ministres qui sont partis, notamment l'ancien président du comité exécutif, Célestin Vounabandi, qui s'était approprié vraiment le processus. Je ne travaillais pas avec un ministre, je travaillais avec un ami. Et il pouvait m'appeler à tout moment pour savoir où est-ce que j'en ai, qu'est-ce qui manquait pour que j'avance. Mais à côté de lui, il y avait le ministre Kabweloulou, qui oubliait son rang de ministre et se mettait au rang de collecteur, de chercheur de données. Il allait sur le terrain. Extraordinaire. Le ministre Bavon et Sampoutou, Madame Abayoué surtout, qui a été là pour nos moyens, pour les finances, pour nous. Elle était à l'origine pour que nous ayons des moyens. Je leur exprime ici l'expression de ma profonde gratitude. Je voudrais aussi remercier la presse de la République démocratique du Congo, qui a été vraiment, du reste, très importante pour nous. Et vous-même, avec votre émission Horizon Mine, et Willy Kalengai, et Israël avec Géopolis. Mais je voudrais remercier une radio de manière particulière. C'est la radio Okapi. C'est la radio la plus suivie en République démocratique du Congo. Elle nous a donné l'opportunité, chaque fois que nous étions en retard, d'obtenir des informations retardées parce que la radio Okapi en avait parlé. Je donne un coup de chapeau à la MONUSCO et à tous ceux qui ont travaillé avec nous de Radio Okapi à Kinshasa et à Lubumbashi surtout. Vous avez oublié une ressource. Je n'ai pas oublié une ressource. Alors, c'est laquelle? Parce que si... N Resources, prof. Hein? N Resources. Ah, N Resources, oui, magazine. Oui, mais qui a publié beaucoup dans ce magazine, beaucoup d'informations. Mais je voulais dire que je voudrais remercier aussi la société civile de manière particulière. Et nous avons été à mesure de taire nos divergences et de travailler pour la République. Et c'est du choc des idées que naît la lumière, et la lumière est là, et le rapport est là. Donc, nous restons ouverts, et je vous informe que nous voudrions, dès le 2 janvier prochain, commencer mettre en place la machine pour la collecte des données pour le rapport au 30 juin 2015. Nous voudrions remercier et attendre encore plus de notre gouvernement, de notre Premier ministre, l'appui de notre chef de l'État et aussi de tout le monde que j'ai cité ici. Ça sera publié au 30 juin. Non, pour ce rapport 2011. Non, le rapport 2012. 2012 plutôt, 2012. Est-ce que la conformité pourrait être proclamée? Non, voilà, je dois expliquer quelque chose. Nous sommes pays conformes. Nous devons nous maintenir en appliquant la loi jusqu'à la prochaine validation. Nous restons pays conformes si nous continuons à travailler comme nous avons travaillé pour ce rapport et à améliorer nos prochains rapports. Nous serons validés en 2017, le 2 juillet. Okay. C'est à cette époque-là qu'on déterminera si nous maintenons la conformité ou nous quittons la conformité. La conformité tient seulement à la publication dans les délais. Au respect des normes. Okay. Dans les délais et respecter les... Il y a beaucoup de choses. Nous devons, par exemple, je n'en ai pas parlé, dans notre rapport actuel, Marcel, vous pouvez voir qui est à la tête de chaque entreprise. Nous avons publié les vrais propriétaires des entreprises. Pas de prêtres, non. Non, pas de prêtres, non. Et prochainement, nous allons même mettre leurs photos et leur adresse et vous pouvez les appeler. Vous avez même donc énuméré les noms des hommes politiques congolais qui sont dans des entreprises? Oui, oui, ils sont là. S'ils sont hommes politiques, ils sont là. Mais nous n'en avons pas vu. Alors, chaque entreprise est son propriétaire réel. Donc, nous devons améliorer. Au 31 décembre, toutes les entreprises n'ont pas encore donné parce que certaines ne pigeaient pas, d'autres sont dans la bourse, on ne peut pas connaître parce qu'à côté, une entreprise cotée en bourse,
à plusieurs propriétaires. D'autres sont dans les îles Vierges. Oui. Non, mais non. Même si vous êtes dans les îles Vierges, vous devez déclarer parce que vous avez un répondant ici. Vous avez un répondant ici. Donc nous disons que nous allons continuer à publier le rapport. Je viens de vous dire. En 2015, nous publierons 2 rapports. En 2016, nous publierons un rapport 2015. Et en 2017, nous publierons le rapport 2016. Et nous resterons conformes. Voilà. Le Premier ministre nous a donné le mot d'ordre. Lorsque une équipe a gagné, tout le monde revient à la défense pour défendre la victoire. Nous sommes tous à la défense, toutes les parties prenantes, et notre conformité, nous la conservons très jalousement, Marcel. Jérémy Makdouba, coordinateur national des laitiers, merci. Merci pour toutes les précisions, merci pour ce rapport de l'exercice 2012 qui est déjà publié et conserver la conformité, comme vous le dites, il faut conserver la victoire. Disons merci. Mesdames, Messieurs, merci. Ces moments étaient les vôtres et vous avez eu toutes les précisions et la RDC continue à se pavaner dans son statut de pays conforme à laitier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous dis merci et vous souhaite une agréable année 2015. Bonsoir et à la prochaine.